Bonjour Tommy, bonjour Jean-Christophe. Merci déjà de nous donner un peu de votre temps dans la bulle de scénario. Donc on est ici pour le festival Quai des Bulles du coup. Donc on vous rencontre par rapport à l'album que vous avez fait ensemble qui s'appelle Les Météores, histoire de ceux qui ne font que passer. Donc voilà, on va vous poser des petites questions par rapport à tout ça. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter tous les deux pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors moi c'est Tommy Rudolphi, je suis dessinateur, le dessinateur des Météores. Et moi je suis JC Devenay, donc je suis scénariste de bande dessinée. Et oui, effectivement, on a réalisé Les Météores ensemble avec Tommy l'année dernière. Okay. Vous vous connaissiez avant ce projet-là? Oui, on avait fait un premier album ensemble qui s'appelle l'Empire Falls Building. Et ça a été notre première collaboration. C'est ça, et moi ça faisait très longtemps que je connaissais ton travail en fait, et que j'avais envie de voir qui se cachait derrière ce dessin et ces histoires, et voilà, et de proposer des histoires, donc ça s'est fait à ce moment-là. Comment du coup est née cette collaboration-là? Qui a passé le pas? Est-ce que l'un de vous deux avait déjà une idée un petit peu de soit de scénario ou d'ambiance, de dessin, enfin comment... Sur la première histoire ou sur Les Météores? Ouais. Alors les Météores, on avait déjà bossé ensemble, donc on avait déjà vu que ça se passait bien, et que ça se passait même plutôt très bien. Moi, ça a été vraiment une des collaborations les plus intenses et fructueuses que j'ai eues, et donc j'avais très très envie de continuer. Et tu m'as proposé toi quelque chose comme piste de départ. Ouais, c'était un projet sur lequel j'ai galéré pendant longtemps. J'avais en fait toute une multitude de références, d'ambiances. Ça faisait 4 mois que j'étais dessus, en parallèle du travail qu'on faisait sur l'Empire Falls Building. Et donc voilà, j'avais envie de neige, j'avais envie de calme, j'avais envie de froid, j'avais envie de déambulation, j'avais envie de zone industrielle, toutes les choses qui me font rêver personnellement. mais j'avais beaucoup de mal à savoir ce que je voulais vraiment raconter. Okay. C'était ma prochaine question. Est-ce que c'était plutôt une idée de scénario ou d'ambiance au départ en fait? Parce que l'ambiance est très présente en fait. C'est beaucoup d'ambiance, c'est beaucoup de ressenti, c'est beaucoup d'envie, de sensations. Voilà. J'avais envie vraiment de quelque chose de très très autour du ressenti, de ce froid, de cet hiver un peu éternel. Et voilà, donc ça faisait 4 mois que j'étais dessus, et voilà, comme l'a dit JC, moi je trouvais qu'on avait vraiment trouvé on formait une très bonne équipe sur l'Empire, et je lui ai proposé si au cas où ça pouvait l'intéresser de jeter un œil à cet univers-là, est-ce que ça pouvait l'inspirer. Et du coup, je te l'ai envoyé. Et très rapidement, il m'a rappelé. Ah, mais c'était cool, hein. Okay. Moi, j'aime bien les zones industrielles, peut-être un peu moins que toi, mais j'aime bien quand même. Non, mais il y avait vraiment une ambiance justement très très forte qui dégageait des pages que tu m'as envoyées. Il y avait le personnage central qui devient Floyd, et qui s'appelait déjà Floyd d'ailleurs dans tes premières pages. Il y avait la neige, et il y avait cette sensation aussi de déambulation, de temps qui passe. Et ça s'appelait Monsieur Météore. Le projet de travail, le titre de travail à ce moment-là, c'était ça. Et effectivement, j'ai tout de suite vu des choses qui m'ont parlé. Je me suis dit, mais voilà, il faut qu'il y ait un autre Météore, il faut qu'il y ait un parallèle à ce personnage qui déambule, il faudrait qu'on parle de l'inquiétude. J'ai l'impression que c'était ça qui émanait de ça, parce que je sentais vibrer ça autour de ce personnage. Et voilà, c'est un personnage handicapé mental qui vit sous tutelle, donc avec toutes les questions que ça peut poser, les craintes, les réalités. Donc voilà, et à partir de là, je lui proposais ça comme fil rouge. Travaillons sur l'inquiétude, travaillons sur ce sentiment-là. Et à partir de là, il a dit ouais. Go. Ah oui, tu avais vraiment visé juste, et c'est arrivé très vite. En fait, quand il a dit l'inquiétude, au début, j'ai pas trop compris, et en prenant du recul, en fait, il avait complètement raison. Et donc ensuite, il est venu enrichir tout cet univers avec d'autres personnages. Mais voilà, il avait tellement saisi l'essence même du récit que je voulais raconter, que tout ce qu'il me proposait tombait vraiment parfaitement juste. C'était comme si tous les personnages étaient déjà un peu en train de survivre avant l'idée même de la fin du monde, un peu. Enfin là, il y avait un point commun entre tous ces personnages, quoi. Oui, complètement. Ce qu'on voulait parler, c'était du quotidien, c'était survivre, c'était... il y a quelque chose qui me fait très peur, qui m'effraie dans la société dans laquelle on vit, c'est que tout doit aller vite, et il faut de la performance. Il faut être performant, aller vite, faire preuve de sa capacité à résister, à être infaillible. Et ça m'effraie. Je me dis que c'est quand même très très injuste et sans pitié. Et c'est peut-être ça que tu as peut-être réussi à trouver dans toute la charte graphique que j'avais envoyée.
Ouais, je pense. Et puis, effectivement, très rapidement, on a créé les personnages en galerie autour. Et l'idée, c'était de se dire, effectivement, on va parler de c'est quoi la plus grande inquiétude possible, finalement, c'est la fin du monde. Hein. Mais en fait, on s'est dit, cette fin du monde, elle est déjà arrivée à certains des personnages. Alors, c'est pas la fin de la Terre, mais ça peut être la solitude, ça peut être le deuil parce qu'on n'a pas de l'enfant, ça peut être, les quartiers dans lesquels Casey va faire des déambulations nocturnes, et c'est déjà des quartiers de fin du monde, et c'est des quartiers qui existent aux États-Unis suite à la crise des subprimes. On a vu des quartiers entiers qui se sont retrouvés à l'état de ruine. Donc en fait, cette fin du monde, elle est là. Puis moi, c'était une vieille idée que j'avais aussi, c'était qu'on va tous vivre une fin du monde un jour. Personnellement, on va mourir et là, ça sera la fin de notre monde. Donc il y avait aussi envie de parler de ça et de mettre tout ça en rapport. Mais l'idée, c'était pas de parler de ça pour justement aller faire un récit sombre ou triste ou dark. C'était pour justement qu'est-ce qu'on fait face à ça, quoi. Et quelles sont les... Je sais pas si c'est les solutions, mais comment on fait pour vivre quand justement on a été frappé par des choses qui ont été violentes, injustes. Tu parlais du coup, Tommy, qu'il y avait un bon nombre de références auxquelles tu voulais faire référence pour le coup. Moi, il y a des petites choses comme ça qui m'ont marqué. Alors, je sais pas si c'était des références ou si c'est le hasard ou moi, mon imagination. Mais c'est vrai que déjà, le personnage, je trouve qu'il fait beaucoup penser au personnage de Blast, de Manu Larsenet. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais Si, beaucoup, oui. Tant dans le physique que voilà, dans ces moments de blanc, beaucoup de... Vous en êtes rendu compte, ça, au moment de le faire? Moi, non. En fait, il se trouve que Floyd existe vraiment, quoi. C'est une vraie personne. C'est un mix de deux personnes. Une personne qui travaille c'est une personne handicapée qui travaille à Ikea. et un autre, c'est un mix, voilà, donc de cette personne-là, et d'un dessinateur de bande dessinée qui m'avait beaucoup touché, que j'avais rencontré en festival, et qui m'avait parlé un petit peu. Lui aussi était sous tutelle. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me dire, bah voilà, là je crois qu'on tient un personnage fort. Et puis les deux avaient une corpulence. Donc je me suis dit, bah en fait oui, non, mais voilà, il est là le personnage. Et j'ai pas du tout pensé à Blast ou à... Bon, c'était pas tant est-ce que tu as voulu reproduire, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est est-ce que tu t'es rendu compte que ça pouvait... Parce qu'il y a le côté contemplatif aussi du personnage, le moment de C'est ce qui c'est ce qui est chouette, enfin là, en fait, c'est ce qui dégageait, ce qui ressortait de ces personnages existantes. C'est-à-dire que cet employé-là, quand je le voyais en train de balayer, il était dans son coin, il balayait, il faisait ça vraiment très méticuleusement. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Enfin, c'est ça qui est touchant, c'est qu'il fait son travail. Et il est là, et puis ils avaient presque une vie intérieure, quoi. C'est ça qui m'a beaucoup touché. Et voilà, Floyd est né de cette fusion entre ces deux personnages. Après, il y en a d'autres que tu as... Mais ce qui est marrant, c'est que ça, tu me l'as dit assez tard en fait, qu'il y avait des personnes réelles derrière. Moi, j'ai commencé à écrire, je pense que vraiment, j'ai la sensation que ça arrivait très très tard. On avait déjà commencé à poser des scènes, enfin. C'est possible. Et c'est vrai, je me disais, mais merde, c'est des vrais gens. Il y a un truc de... Mais c'était intéressant du coup. Moi, ça m'avait permis aussi de ne pas mettre ce poids-là, parce que peut-être j'aurais été capable de me bloquer tout seul en disant, oui, c'est une vraie personne et tout. Donc, par rapport à Pose là, moi j'ai lu les 2 premiers tomes de Blast, il faut que je finisse. Mais oui, j'y ai pensé. À un moment, effectivement, quand on a commencé à avoir des pages, je me suis dit, c'est vrai qu'on a un personnage effectivement avec une morphologie ronde, ce côté déambulation, etc. Côté marginal. J'espère, j'espère. Manu Larsenet a capacité à aller très très loin dans le sombre et dans le dur. C'est un truc avec oui, tout à fait. J'espère qu'on va pas aussi loin. En tout cas, j'ai l'impression qu'on prend un chemin un peu plus... C'était plusieurs choses comme ça. Il y avait aussi dans le film Le Prophète de Jacques Audiard. Oui, d'accord. Est-ce que la vision du cerf à un moment dans Météore est liée à ça ou pas du tout? Ah non, alors là j'ai pas... Parce que pour le coup ça colle aussi beaucoup, quoi. Parce que dans le film Le Prophète, je crois que quand c'est Malik qui voit le cerf, je crois qu'on voit ça comme un passage entre deux mondes, comme un moment très métaphorique. Donc en fait ça colle plutôt... C'est drôle. Peut-être que je le revois. Non, moi je l'ai re-regardé pour voir si vrai. Si d'accord. Ah non, là vraiment, non, c'est trop loin. Ouais. Puis... pour le coup, c'est vraiment parlant, c'est rigolo. D'accord, ok. Alors je l'ai pas vu, t'as super cette interview, quoi. Le mec il a tout ce qu'il a pas vu, quoi. Mais tant mieux. Manuki, là, ça a l'air sympa ce qu'il fait. Audiard, c'est pas un gars qui dit des dialogues, Jacques Audiard. Mais non, j'ai pas vu Un Prophète, effectivement. Non, le cerf, c'est un... Ouais, bah oui, j'en ai entendu parler. Mais non, le cerf, après, c'était aussi l'idée de l'éruption d'un élément naturel, c'est-à-dire vraiment une bête sauvage. Comme dans... Et c'est souvent des animaux aussi, symboliquement, qui sont liés aux âmes, comme les ombres vent, comme ça. Donc il y avait un peu cette envie-là, ouais, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce format-là?
format à l'italienne, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis le découpage aussi des cases, donc c'est en gaufrier, on m'a dit ça hier. Exactement, c'est ça, c'est un gaufrier. Mettre du C'était chocolat dans quoi chaque l'idée case du- avec la crème fraîche. Ça me va. Crème chantilly. C'était quoi l'idée Ben là, ça va dans le sens, hein, en gros, du calme et du repos. Le format horizontal, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sens de lecture, on a un sens de lecture occidental, donc de haut en bas et de gauche à droite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil, quand il parcourt une distance plus longue, il y a un sentiment d'apaisement, en fait. Ok. C'est-à-dire on passe plus de temps à parcourir de la gauche à la droite. On arrive assez rapidement vers le bas. Et donc ce sens de lecture, ce format très horizontal apaise en fait. Et je pensais pas qu'à ce point-là, ça se vérifiait. Moi-même, quand j'ai commencé à composer un peu les cases, je me suis dit, mais en fait, il m'en manque. Et en fait, non, il manque rien. Il faut juste se satisfaire de ça, de 2 strips, et de raconter ce que tu as à raconter. Et c'est ça qui était assez vraiment agréable. Et puis apaisant, quoi. Et c'est pour ça que très vite on a voulu le mettre en place, et quand on l'a proposé à l'éditrice, c'était vraiment quelque chose auquel on tenait, quoi, pour qu'on ait ce sentiment de calme et de... Rien que dans la manière de le tenir, en fait. Faut vraiment se poser, en fait, pour C'est pas tout à fait l'abîmer ça. à la lecture. Non, mais c'est vrai, c'est pas le truc qu'on Enfin, va lire à la va-vite sur complètement. le pouce, n'importe où. Ouais. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose auquel on tenait, quoi. Oui, c'est vrai. Puis on sortait d'un album, Empire Falls Building, qui était très vertical, parce qu'on parlait de building, de création, d'architecture. Et assez bêtement, on s'est dit, on va faire un truc horizontal ce coup-ci. Et puis ça allait bien avec cette idée aussi d'être auprès des personnages, près du sol, près de la ville, près d'eux, et d'avoir cette idée effectivement détendue, quoi. Toi, en tant que scénariste, est-ce que tu trouves que l'exercice a été plus difficile de jouer autant sur les silences, sur le... J'imagine, c'est peut-être plus Ah compliqué. non, je croyais que... non, pas du tout. Moi, j'aime bien me taire. Non, mais c'est un vrai bon exercice, hein, d'apprendre à dire moins avec les mots pour voir ce qui se passe, quoi. Et c'est marrant parce que à côté de ça, je fais des BD qui sont très narratives. J'adore aussi utiliser les narratifs, donc avoir des voix off, Et donc là, on est sur un exercice qui est quasiment à l'opposé, quoi. Ça demande peut-être même encore plus d'échanges, je pense, entre vous, non? Parce que je sais pas si ça en demande plus. c'est des choses que toi, tu voudrais dire, mais du coup, qui vont être dites par le dessin, quoi. Ouais. Mais ça, oui, ça, moi, je le propose aussi dans la mise en scène, et puis effectivement, on en discute Oui. après, quoi. Ouais, j'ai l'impression que très rapidement, tu as bien capté l'ambiance. Et très rapidement, j'essayais de me proposer des scènes vraiment où il se passait pas grand-chose. Par contre, il y avait une scène, je sais pas si tu t'en souviens, avec Casey justement, où il y avait la rencontre avec Don et Casey. Oui, Don et Casey. Où il essayait de reprendre, Ouais. tu vois, de la redraguer. Et là, finalement, on est allé à l'épure petit à petit, On a complètement passé en silence cette scène, ouais. Première fois, il courait après, elle parlait des boîtes. C'est ça. Effectivement, chez Ikea, chez Aiki. Et effectivement, sinon, on va la faire muette et c'est encore plus fort. Mais oui, je pense que moi, en tout cas, comme scénariste, ça me fait du bien d'apprendre à me taire, ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ouais, et puis dans ce projet-là, comme tu disais, on a vraiment beaucoup échangé. C'est qu'à chaque fois, JC me fait vraiment des retours aussi sur le dessin, sur la composition. Parfois, moi, quand il y a des choses sur lesquelles je tique, je lui fais un retour, et c'est simple en fait. C'est hyper simple parce qu'on veut juste faire un super livre. Et on s'écoute, on regarde un petit peu la prise de recul qu'a l'autre personne. Et ça, c'est vraiment hyper confortable. Et ça vient toujours très naturellement en fait. Ouais, j'en discutais avec une autrice qui s'appelle Florence Dupré-Latour, qui écrivait comment on travaillait, et elle me parlait de sa relation aussi d'écriture avec sa sœur jumelle. Et elle me disait, mais si tu as vraiment une personne avec qui tu es en confiance pour travailler, tu le sais quand tu es capable de lui dire non et que ça pose aucun souci. En fait. Ouais. Et je trouvais que c'est assez juste comme c'est vrai. Voilà, que tu commences pas à prendre des pincettes ou de trouver des manières de dire ou alors non, peut-être que là. Voilà. Tu dis non, si ça passe, si ça se passe bien, ça se passera bien. Au niveau de l'illustration, elle peut paraître un petit peu minimaliste, mais en même temps, on a l'impression que tu t'attaches vachement aux détails. Alors pareil, je sais pas, les faux plafonds de la salle polyvalente, les antivols sur les bouteilles d'alcool, tout est... Est-ce qu'il y avait un sens pour l'histoire à ça, ou c'est toi, ton amour pour les détails? Parce que c'est quand même des détails de la vraie vie, qui amènent vraiment le côté vraie vie, la banalité des choses. C'est justement ça qui m'intéressait, c'est d'être vraiment au plus juste de la vraie vie. Et donc, oui, je me suis vraiment mis un bon coup de pression sur le soin que je pouvais apporter aux détails, aux plis, toutes ces petites choses. J'aime vraiment tout ce qui est aussi macro, c'est-à-dire qu'on voit
voilà, la chaussure, la façon dont tu tiens tes pieds. Toutes ces choses-là, j'adore. Enfin, pour moi, c'est tellement riche et pourtant c'est invisible à tout le monde. Mais de se dire, les pieds ils sont comme ça, d'accord. T'as un petit cheveu sur la chaussette. Tous les jours, un copain C'est comme bizarre ça. comment tu tiens tes pieds quand même. Ouais. Et c'est super et j'adore. Et je trouve que rien que cette position-là, elle est hyper. C'est riche, c'est vrai. Tu fais comme tourner ta cheville à 360 degrés. C'est hyper inquiétant. Ouais. Okay. Et c'est vrai en fait. C'est-à-dire, c'est pas un stéréotype de pose. C'est vrai. C'est ça, et c'est à l'instant T, c'est comme ça. Et voilà, et après pour la mise en couleur, oui, je voulais des aplats. Je me suis restreint à une palette de 5 couleurs pour jouer toujours cette carte de la sobriété. C'est la sobriété. Je veux surtout rien d'artificiel. Je veux qu'on soit dans la vraie vie, donc ces petits détails. Et puis ensuite, une couleur. Et voilà, la simplicité, c'était vraiment le maître mot. Tu as une méthode particulière de dessin ou pas? Parce que parfois, on se disait avec d'autres personnes qu'on avait presque l'impression dans les poses des personnages qu'il y avait comme un travail photographique derrière. Oui, il y a de tout. C'est-à-dire que des choses que j'arrive pas à dessiner, je me prends en photo. Des expressions, j'ai fait toutes les expressions moi-même, de visage. J'ai un miroir. Donc je prends le miroir, je regarde comment est-ce que ça fonctionne, la bouche, comment est-ce qu'elle réagit. Et voilà, parce que là encore, je vais être au plus près. Donc oui, je me refuserai en tant que support de travail. Tout existe, tout est là. Autant s'en servir pour coller au plus juste. Ouais. C'est un Tom Cruise de l'expression, il fait lui-même ses expressions. C'est ça, ça va très loin. Ouais, ça va très loin. Qu'est-ce que vous espériez ressentir de la part du lecteur en fin de lecture de Météor? Putain. On a mis du temps à l'ajuster cette fin. Quand on écrit le projet, on a travaillé un grand scène à scène, c'est-à-dire un résumé global de l'histoire, sans entrer dans le détail des dialogues et des plans, mais en tout cas, voilà, on savait ce qu'on avait. Et la fin, on avait laissé un peu en suspens. On n'avait pas tout à fait ça. Et c'est vraiment en s'en approchant au fur et à mesure qu'on a commencé à se dire, bon, les gars, il va falloir s'occuper du truc. Là. Et qu'effectivement, on a dû la poser et on a fait pas mal d'allers-retours avant de trouver la manière de la mettre en place. Je pense qu'au début on voulait un truc plus abrupt, moins. C'est pas complètement explicite la fin, mais en tout cas on voulait quelque chose d'encore plus implicite. Même ne pas dévoiler ce qui se passe, est-ce que le météore arrive, pas arrive. Voilà, on voulait avoir un truc plus abrupt. Et on s'est rendu compte que ça marcherait pas. Que par rapport à tout ce qu'on avait mis en place dans le livre, c'était un peu se défausser en fait. À un moment, choisir la fin de son histoire, c'est choisir son sens en fait. Et qu'on le veuille ou pas, les lecteurs et les lectrices, ils construisent du sens en lisant un récit. Donc si on leur en propose pas, c'est un peu facile. Donc ça crée des effets, hein. Mais on voulait pas ça. Et donc on a finalement réussi à partir sur l'idée des souvenirs, des blancs, d'utiliser ce qu'avait Floyd. C'est ça surtout qui arrive le plus. Ouais, on est parti sur ces blancs-là, mais aussi les réminiscences, les souvenirs. Qu'est-ce qui reste potentiellement une fois qu'une fin approche? Et ben c'est tout ce qu'on a vécu. Ça, en fait, c'est sans arrêt. Je pense qu'à chaque étape de la vie, ça nous force à avoir une sorte de flashback et de se dire qu'est-ce que j'ai fait jusque-là, de quoi je peux être fier. Ça c'est hyper important. Qu'est-ce qui était le plus important? Et que finalement on fait tous des super choses, mais on se met un coup de pression systématiquement sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse après. Et parfois c'est aussi bien de se dire qu'est-ce que j'ai fait. Et cette fin, avec justement ces flashs, avec toutes les chouettes choses qui sont arrivées à tous nos personnages, voilà, ça amène peut-être une lecture peut-être un peu plus optimiste aussi, malgré ce qu'on peut raconter. Là, il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, on a eu un retour d'une personne qui nous a dit elle fait du bien cette fin optimiste. Et l'espoir est là. L'espoir est là. Et en fait, c'est... Oui, prions pour que le tour. Oui, passe plus à côté quand même. À gauche. Mais, juste sur la dame qui est là. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très mélancolique. Mais tu dis effectivement, on ne prête pas forcément attention aux choses qu'on a vécues et on est déjà en train de vouloir en vivre d'autres. Mais il y a aussi quelque chose qui est très dur, mais moi que je vis et que j'ai du mal avec, c'est de se dire que c'est déjà plus là. Et alors c'est fou parce qu'au contraire c'est là pour toujours justement ces choses vécues. Mais on a forcément aussi parfois un regard nostalgique et de regret sur le fait qu'elle soit plus vraiment là. Et c'est pas fou, mais faut garder justement une forme de foi dans le fait que si tout est encore là justement et il faut l'apprécier quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans le travail de l'autre? Est-ce que vous êtes... c'est marrant comme question. Ouais.
Alors moi, c'est sa faculté d'adaptation, son écoute et ses dialogues. Ces dialogues, ils sont ouf. Bouge-toi. Non, ils sont... Non, On a une boîte de mouchoirs ou pas? non, C'est le moment. ces dialogues, ils sont tellement, là encore, je parlais du soin que j'apporte aux détails, mais il a des dialogues qui sonnent toujours super justes. Et Ça, c'est magique, ça, quand même. c'est magique, parce que quand je vois les personnages parler, très souvent, on en a parlé juste avant en visio, on a parlé de ce qu'ils allaient se dire. Mais quand je lis, je me dis, oh non, c'est pas possible. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est la justesse. C'est mieux que ce que tu fais. Ouais, mais complètement. Ouais. Et je trouve que c'est un super dialoguiste. Et puis après, voilà, bon, pas en faire des caisses non plus, mais voilà. Moi j'adore ses capacités à faire des compliments. C'est pas mal. Très, très fort. Non, voilà, moi, ce que j'aime vraiment, là où je me retrouve, enfin, où je trouve, c'est cette simplicité d'échange. Et l'écoute et ouais, bon, ok, on veut faire un truc super bien, mais voilà, on se dit les choses simplement et ça roule, voilà. Ouais. Non, mais bah, pareil, hein, enfin, je veux dire, Tommy a une bienveillance incroyable. Moi j'ai appris la bienveillance. Vraiment, j'étais un gros connard. Non, pas jusque-là. Mais dans le travail, c'est la première fois que quelqu'un, dès le premier bouquin, Empire Plus Building, je me suis dit, ah, putain, on peut peut-être un truc toujours positif, toujours. Enfin, pas justement toujours positif, mais en tout cas, savoir aussi bien pointer du doigt ce qui était bien que ce qui pouvait être amélioré, mais pas oublier ce qui était bien, quoi. Et ça peut être fou, mais j'ai l'impression d'avoir compris ça quand on a commencé à bosser ensemble, quoi. Là, j'ai plus de 40 ans, tu te dis, bah putain, t'es temps, quoi. Mais voilà, et la force de cette bienveillance-là, ça vous fait écrire mieux, ça vous fait créer mieux. Enfin, c'est hyper important, quoi. Ce serait pas le dernier projet, alors, hein? Ah non, Non. un autre là, qui est c'est signé, ça qui va, Ouais, ça y est. qu'on a commencé, là. Qui est écrit en grand scène à scène. Un one-shot aussi. Un one-shot, ouais. Ouais. On en parle? Ouais. On peut, oui. Ouais. Non, mais du coup, après les météores, après cet univers très américain, qui est aussi un univers qu'on a vécu. Hein. Moi, j'ai vécu au Québec, toi aussi d'ailleurs, à une époque. Et donc, on a un peu, je pense aussi, d'inspiration de ça, mais c'est quand même un univers de fiction. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup de gens, cette ville des États-Unis, on la connaît d'abord par le cinéma, la série télé, etc. Et là, on avait envie de faire ce qu'on a un peu fait là, cette espèce de jeu de véracité, mais avec la France. Donc, on revient en France. Et on revient en fait avec là où on a grandi. Et l'idée, ça va être de faire une espèce de double autobiographie qui n'en est pas une vraie, puisque ça sera tiré essentiellement de nos souvenirs d'enfance, mais de créer un personnage de fiction qui sera un peu composé de nos souvenirs à nous deux pour parler justement de la fin de l'enfance. De ce moment quand tu as 9-10 ans et où pour la première fois de ta vie, en fait, tu commences à percevoir que tu vas laisser des choses derrière toi. Tu commences à percevoir qu'il y a un truc qui se profile, que tu comprends pas trop, que les adultes te présentent. Et voilà, on a envie de parler de ce moment-là de transition qui arrive, quoi. Ok. Il faudra donner un exemplaire à... C'est David Mourier, je crois, qui était là tout à l'heure. Ok. Qui disait qu'il avait beaucoup de mal avec ce passage entre l'enfance et l'âge adulte. Mais c'est pas tellement l'âge adulte, parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment... Il y a 10 ans, c'est... Mais ouais, mais tu vois, on peut parler de pré-ado, on peut parler de tout ça, mais... C'est pas encore l'âge adulte, ça vient après. Par contre, tu perds quand même quelque chose. C'est la première fois où tu laisses ça va quelque lui chose. parler voilà, des rêves d'enfant, l'imaginaire. Ouais, il y a de ça que tu laisses. T'es obligé d'abandonner une partie, effectivement, Enfin, pas tant d'abandonner, mais d'apprendre à la transformer, en fait. Ton rapport à l'imaginaire. Est-ce qu'il y aurait une question que vous auriez voulu qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posée? Oh. Pourquoi quelque chose poser cette question Quelque chose qui vous paraît important, essentiel, auquel on aurait pu passer à côté. Non, c'était vachement bien. Ah non, moi j'adore me laisser porter par les questions. C'est bon Oui, plus que de me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais me poser comme attends, question? On arrive au péage, non? On est en train de... Qu'est-ce qui paye du coup? Ça pourrait être super bon, la caravane qui roule aussi. Des trucs, ouais. Des gens derrière. Et Très chouette, j'avais eu caravane. le plaisir, moi, l'année dernière, du coup, d'avoir une dédicace de toi, Tommy. Et comment était venue cette idée, du coup, de faire de dédicaces et d'en faire après un stop motion? Alors là, j'étais un peu lassé des dédicaces. Ouais, je trouvais que je passais plus de plaisir à... Enfin, j'avais beaucoup plus de plaisir à discuter avec les gens plus qu'à d'avoir à faire un dessin. Et puis, j'avais envie de prolonger cet aspect collectif. C'est-à-dire que on est sur un récit choral avec plusieurs personnages principaux. Et je me suis dit, comment est-ce que je pouvais impliquer le lecteur ou la personne qu'on rencontre et comment est-ce qu'elle pouvait aussi avoir un rôle à jouer. Il y a Maggie dans Les Météores qui dit qu'il n'existe pas de personnages principaux, mais que un personnage principal, mais plusieurs. On est tous des personnages c'est ça. principaux de notre propre vie, en fait. Et je me suis dit, bah voilà, comment transformer ça? Et une nuit, ça m'a réveillé. Je me suis dit, mais en fait, je vais rencontrer plein de gens
Donc c'est plein de dessins. Et je crois que les dessins animés sont constitués de plusieurs dessins. Et donc voilà, j'ai créé des boucles, des animations en boucle, donc qui peuvent qui peuvent durer 48 images jusqu'à la dernière aujourd'hui où c'est la 132e et c'est la fin d'une boucle aussi. Et en fait, je prends en photo chacune de mes dédicaces et ensuite je la monte une fois rentrée. Et puis je recompose tout le cycle d'animation. Une fois que le film est en place, et ben, je l'envoie à toutes les personnes, soit qui m'ont laissé leur contact, leur mail. Je leur envoie le film ou alors je les poste sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, tout le monde se retrouve dans le film et ils font tous partie de cet objet-là, quoi. C'est une super idée. Ouais, c'était aller plus loin, quoi. Je sais qu'en tant que lecteur, moi ça m'a marqué, j'ai trouvé ça vraiment génial. Quoi. Ouais. Alors, au début, ils voulaient tatouer les gens. Et donc on a dit, alors c'est impliquant, mais Il fallait qu'il prenne de la place quand même. C'est ça. complètement sûr du coup voilà, qu'il fallait faire ça. Non, c'est bien, tu m'as calmé un petit peu. Ouais, mais alors du coup l'animation super. Bon bah parfait, je crois que j'arrive au bout. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Ouais, et puis on vous souhaite bonne chance parce que vous êtes nommé pour le prix Ouest France. Oui, c'est ça. Les résultats sont demain. C'est ça. Demain midi, je crois. On croise les doigts. Ouais, mais écoute, ça sera. Vous étiez un coup de cœur pour le site de scénario, donc on a Ça me fait plaisir. À vous. Ouais, merci.